fois par mois, nous avons rendez-vous également avec le monde de la banque privée et Pascal Sévy qui est à nos côtés, team manager chez Oddo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal. Bonjour Grégoire. Bienvenue avec le cas d'un client alors que vous allez nous décrire qui est retraité, 68 ans. Pas encore retraité. Pas tout à fait retraité. Ouais, il a 68 ans, qui a fait fortune à travers des opérations dans le non-coté qui ont débuté il y a plus de 20 ans et qu'il a investi et réinvesti au sein de son PEA. Le sujet de départ, c'est le PEA. Tout à fait. Ce qui a été une très bonne idée, ouais. Qui devient une moins bonne idée en vieillissant, pour plein de raisons. Déjà, premier point, sa fortune est faite dans le non-coté et ces actifs-là sont logés dans le PEA. Tout à fait. Premier appel. On peut avoir du non-coté dans ce plan épargne-action. Oui. Alors, il y a quand même un certain nombre de conditions qu'il faut respecter. Déjà, quand on acquiert les titres, il faut que ça vienne avec des liquidités qui sont à l'intérieur du PEA. On est toujours dans la limite de versement des 150 000 €, exactement comme pour le coté. Et une autre particularité, c'est qu'il ne faut pas avoir détenu ou détenir avec un groupe familial plus de 25% de la société. Le groupe familial, c'est le conjoint au Pacs, les ascendants et les descendants. D'accord. Donc lui, dans son cas, il pouvait tout à fait le faire. Et là encore, la société, elle doit respecter les mêmes critères que pour le coté, donc être européenne, soumise à l'impôt sur les sociétés, avoir moins de 5 000 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard ou un bilan inférieur à 2 milliards d'euros. Une fois que ces conditions sont respectées, on peut tout à fait abonder son PEA. Alors je ne vous dirai pas à quel montant il est arrivé au final, mais avec 150 000 € de versement, 16 millions d'euros. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc, quand les opérations non-cotées sont bien passées... Oui, 20 ans dans le non-coté, partant de 150 000 €, oui, ça peut faire x10, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est à peu près, ça. d'ailleurs, la promesse du non-coté. x100, j'ai dit x10, x100. On ne voit pas beaucoup de PEA de cette taille, mais bon, c'est quand même un point de C'est quoi l'avantage dans ce cas où c'est sur ces 20 années, effectivement, de capitalisation, quel est l'avantage d'avoir tout remis à chaque fois dans le PEA? On a les mêmes avantages que pour le coté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impôt de plus-value tant que l'argent reste dans le PEA une fois que la plus-value est réalisée. Et puis dans le non-coté, on est plutôt long terme, donc si le PEA a plus de 5 ans et qu'il fait un retrait, seuls les prélèvements sociaux sont dus. Comparez ça avec un compte titre. Sur le compte titre, en fiscalité, puisqu'il y a plus que les prélèvements sociaux à payer, vous allez devoir payer entre 12,8 et 16,8 en plus. Les 4% d'écart, c'est la potentielle contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Mais l'autre point qui est important, c'est que sur un compte titre, vous réalisez une plus-value, vous êtes tout de suite soumis à la fiscalité. Dans le PEA, c'est vous qui maîtrisez votre timing de sortie. Ouais. Donc si vous avez envie de payer votre fiscalité 10 ans après, c'est votre choix en fait. Et cette maîtrise de la fiscalité, elle est aussi intéressante. Ouais. Et pour les dividendes, c'est la même chose, sauf si leur valeur est supérieure à 10% de la valeur d'acquisition. Mais dans la plupart des cas, ils sont pareillement pas soumis à l'impôt. Est-ce que ça pose à l'inverse un problème d'avoir un PEA de cette taille? À partir de quel montant d'ailleurs ça peut devenir un problème d'être trop concentré sur son PEA? Il y a plein d'avantages, mais les deux inconvénients majeurs, c'est que d'abord, vous ne planifiez pas du tout votre succession, alors qu'il y a d'autres enveloppes qui permettent de le faire, et aussi parce que le PEA, il a vocation à investir dans une seule classe d'actifs, qui sont les actions, et dans une seule zone géographique, qui est l'Europe. Donc en gros, c'est actions européennes ou liquidités. Et évidemment, ça nous limite quand même fortement dans le choix qu'on peut faire. Donc il arrive avec son PEA, en fait, après une belle carrière, une belle fortune réalisée en 20 ans. Et en fait, quelles questions il se pose? Il n'a pas préparé la suite. En fait, il n'y a aucune structuration patrimoniale. Donc nous, ce qu'on lui propose, c'est de souscrire un contrat d'assurance vie. On peut adresser la problématique de succession. On peut fortement augmenter notre palette d'investissement. Et en plus, on garde quand même l'aspect capitalisant, puisque l'assurance vie, comme le PEA, tant que vous ne rachetez pas, vous ne sortez pas d'argent, ça capitalise, il n'y a pas de fiscalité intermédiaire en fait à payer. Donc diversification et succession, c'est ça que le conseil que vous lui apportez. Exactement, c'est vraiment sa problématique en fait qu'il n'a pas encore adressée jusqu'à présent. Sur la succession, on peut rappeler effectivement peut-être les avantages d'un contrat d'assurance vie, Pascal. Tout à fait. Alors, notre client a moins de 70 ans, donc il y a deux cas. Sur les primes qui sont versées avant 70 ans, il y a une taxe de 20% sur 700 000 € après abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc vous faites le calcul, si vous avez 5 bénéficiaires, vous arrivez assez vite en fait à ce montant-là. Et c'est 31,25 au-delà. Pourquoi c'est intéressant? Comparé simplement avec la grille des droits de succession habituels, pour un héritier en ligne directe, on arrive vite à 45%.
En plus, les abattements sont moins intéressants. Et je vous laisse imaginer, pour un héritier qui n'est pas en ligne directe, on monte assez vite à des taux jusqu'à 60%. Donc c'est quand même très élevé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui est très importante, nous, c'est un outil qu'on utilise énormément, la clause bénéficiaire. J'ai envie de vous dire que c'est un formidable outil, hyper puissant de planification successorale. Déjà, vous pouvez la modifier à tout moment jusqu'au décès. Donc ça, c'est évidemment intéressant. Et vous pouvez, à partir du moment où vous respectez la réserve héréditaire, décider en fait de nommer des bénéficiaires qui ne sont pas en ligne directe. Ou si vous n'avez pas d'héritier, c'est aussi très intéressant. Et la clause, en fait, elle a plein de tiroirs possibles. Donc vous allez pouvoir privilégier conjoints et ou enfants et ou petits-enfants, avec une possibilité pour eux d'y renoncer au profit, etc. Vous pouvez vraiment la rédiger comme bon vous semble. Vous pouvez nommer des amis, des associations. Ouais, donc vraiment formidable outil de grande flexibilité. Énorme flexibilité. Et parfois, il y a même des notaires très sophistiqués qui vont vous aider à la rédiger quand elle est complexe et qu'il y a évidemment des très gros enjeux patrimoniaux. Il a 68 ans. Oui. Qu'est-ce qui se passe s'il laisse filer les 70 ans et qui souscrit un contrat ou des contrats d'assurance vie après 70 ans? Alors déjà, on a le droit de le faire. On a aussi le droit d'abonder un contrat existant. Nous, on conseille plutôt d'en ouvrir un nouveau puisqu'ils n'ont pas la même fiscalité. Donc c'est comme ça ne pollue pas non plus l'ancien. Dans ce cas-là, donc ce qui est versé après 70 ans, seul le capital investi rentre dans la succession. Mais toute la plus-value réalisée jusqu'à son décès est exonérée d'impôt. Ah oui. Donc ça, d'impôt de succession, droit de succession. Donc si vous avez un septuagénaire qui est en grande forme, qui a une longue vie devant lui et qui est bien conseillé quand même, parce que le but c'est quand même de faire de la performance pour profiter de cet avantage, pour lui c'est extrêmement intéressant. Il y aura tout un pan de son contrat en fait qui sera pas, pour lequel ses héritiers ne paieront pas de droits. Qu'est-ce qu'en termes d'allocation, donc dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, avec la diversification permise, autorisée par ce type de contrat, qu'est-ce que vous lui avez recommandé comme type d'allocation à son âge, à 68 ans? Peut-être juste avant de dire ce qu'on a recommandé, je voulais vous rappeler ce qui est possible de faire dans un contrat d'assurance vie. En gros, il y a deux poches. Le fonds général en euros et la poche unité de compte. Le fonds général en euros, c'est un outil qui est géré par la compagnie d'assurance, qui offre du rendement et qui est protégé en capital au quotidien. Il est très souvent composé en fait d'obligations plutôt de bonne qualité. Un point notable, dès 2022, et c'était très intéressant d'observer ça, les compagnies ont su quand même augmenter leur rendement. Il y avait quand même des concurrents qui étaient là, le livret A, même si c'est des montants plus limités, et même le fonds monétaire. Donc ils ont quand même compris qu'il fallait y aller. L'autre chose aussi, ça c'est une tendance qui dure maintenant depuis quelques années, les compagnies d'assurance ont tendance à inciter les souscripteurs à faire des unités de compte. Je vais y revenir dans quelques minutes. Les unités de pour faire ça, pour les inciter à faire ça, elles vont proposer un bonus sur le fonds euro à condition qu'une proportion importante en unités de compte. Et donc, les unités de compte, justement, c'est la poche du contrat qui va être investie sur les marchés financiers. Donc là, vous allez avoir des actions, des obligations. Et il y a plusieurs modes d'interaction possibles. Donc, soit vous décidez de tout faire vous-même en orientation libre. Dans ce cas, vous avez une liste de supports mis à disposition de la compagnie. Vous choisissez vos supports, vous les arbitrez comme bon vous semble. Mais vous pouvez également décider de nommer un gérant financier et lui confier un mandat de gestion ou un mandat de conseil. Donc nous, dans le cadre de nos clients, déjà on a privilégié le mandat de conseil parce que, compte tenu de son passé d'investisseur aguerri, on s'est dit qu'il aurait beaucoup de mal en fait à ne pas être impliqué dans la gestion au jour le jour. Et on lui a proposé un contrat avec 30% de fonds euros. Donc on le sort petit à petit des gros risques quand même qu'il a pu prendre. Et 70% unité de compte selon un profil équilibré. Donc ça lui fait une exposition au marché action autour des 35-40%. Donc on sécurise un peu en le faisant ça, on le laisse impliquer et on lui permet de aussi avoir accès à plusieurs classes d'actifs et plusieurs zones géographiques. Qu'est-ce qu'on peut dire des différentes typologies de contrats d'assurance vie? Il y a le contrat français, le contrat luxembourgeois également, oui, Pascal. Tout à fait. Alors les deux sont possibles, les deux sont tout à fait légaux. Le contrat luxembourgeois a une particularité. Donc quand vous souscrivez un contrat d'assurance vie, on en avait parlé la dernière fois d'ailleurs, vous portez un risque de contrepartie. Donc au-delà de bien choisir son assureur, le Luxembourg offre un avantage, c'est qu'en fait, grâce à un système typiquement luxembourgeois, vous êtes créancier de premier rang. Donc si la compagnie était amenée à défaillir, vous êtes remboursé en priorité. La deuxième chose, c'est que ces contrats sont réputés pour être beaucoup plus souples. Donc je vais vous donner un exemple. Et on a pas mal de clients qui le font. Vous souscrivez un contrat luxembourgeois, vous pouvez avoir vos 30% de fonds euros. Mais vos unités de compte, vous pouvez dire je mets 20% dans un fonds interne dédié, donc ça c'est du mandat de gestion que je confie à la banque A,
À côté, je fais mon portefeuille en gestion conseillée dans ce qu'on appelle un fonds d'assurance spécialisé que je confie à la banque B, et vous pouvez multiplier en fait comme ça les supports. Et un point quand même très important, quand vous avez un contrat luxembourgeois, il y a une obligation déclarative comme les comptes à l'étranger. Oui. On a clôturé hier, période de déclaration d'impôt. Bon. Vous pouvez revenir dessus. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas quand même de le déclarer. Très très important. Puis on a accès aussi à des produits aussi peut-être un peu plus sophistiqués aussi. Voilà. Mais tout à fait. Pour une clientèle qui peut supporter des produits plus sophistiqués. Typiquement du non-coté, en fait. Donc les contrats luxembourgeois les acceptent et vous pouvez avoir même plusieurs dépositaires, un pour le non-coté, un pour le coté. C'est vraiment très souple et très flexible. Je reviens à la case fiscalité, là. Comment on passe de l'un à l'autre? C'est-à-dire comment on sort 16 millions, s'il faut sortir 16 millions du PEA pour les mettre sur un ou des contrats d'assurance vie. Qu'est-ce qui se passe entre les deux en termes de fiscalité, Pascal? En fait, ce qui est compliqué, c'est que quand vous n'êtes pas obligé de payer la fiscalité, vous avez tendance à repousser la décision. Et je laisserai les personnes qui vous écoutent faire le calcul. C'est quasiment 16 millions de plus-value. Parce qu'entre 16 millions et 150 000 euros de versement, fois 17,2. Bon, voilà, donc on n'a pas d'impôt de plus-value, mais on a quand même une fiscalité conséquente. Et en fait, l'argument du rendement, de lui dire, on va diversifier, on va faire d'autres classes d'actifs, pour quelqu'un qui a gagné autant d'argent en 20 ans, c'est compliqué comme argument, en fait, pour lui à entendre. Par contre, il est quand même sensible à l'argument succession. Parce que si... on lui souhaite évidemment longue vie, mais s'il lui arrivait quelque chose demain, le PEA, il est liquidé tout de suite, tous les prélèvements sociaux sont payés tout de suite, et il passe par la grille droit de succession, donc il va payer en fait... Plein pot, partout. Plein pot. Ses héritiers, vont payer plein pot, et donc forcément, là aussi on peut faire le calcul, cet argument, il est quand même, il est beaucoup plus percutant. Et dans l'assurance vie, juste pour vous rappeler le différentiel, la tranche la plus haute en succession, en taux payé, c'est 31,25, compte quasi 45 en direct, si on ne fait rien, et les abattements en plus sont plus intéressants. Donc petit à petit, on le convainc avec cet argument, et en fait, il sort les sommes progressivement pour pas que ce soit trop douloureux. Donc tout dépend du lien ou du rapport qu'il entretient avec sa succession. C'est ça voilà. En l'occurrence, il y est plutôt sensible. C'est ça, j'espère évidemment. Merci beaucoup Pascal, merci pour cet éclairage sur PEA versus assurance vie dans ce cas pratique de banque privée que vous nous avez présenté une fois par mois. C'est notre rendez-vous avec Oddo BHF Banque Privée et Pascal Sévy qui était avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve évidemment à 17h en direct sur Bismart.